Je crois qu'il est temps de commencer ce dernier cours portant sur les transformations qu'a apporté à la physique au cours des 50 dernières années le développement des lasers. Je vous rappelle que j'ai commencé par une leçon où j'ai fait le panorama donc, des avancées que le laser avait permis de réaliser dans différents domaines, améliorant par un très grand nombre d'ordres de grandeur les performances des systèmes et des appareillages. Et j'ai indiqué que lorsque l'évolution quantitative était aussi importante, des effets qualitatifs nouveaux apparaissaient. Et effectivement, toute une physique nouvelle s'est développée au cours de ces dernières années. J'ai parlé en particulier de l'utilisation des lasers pour refroidir et piéger les atomes et les ions au cours des deux premières leçons, avec la découverte des phases nouvelles des gaz ultra-froids. Ensuite, je me suis intéressé à l'utilisation des lasers pour manipuler et contrôler des systèmes quantiques isolés, avec comme but de réaliser des tests fondamentaux de physique et également de développer des dispositifs qui pourraient être utilisés pour l'information quantique. Enfin, la semaine dernière, j'ai décrit comment les lasers avaient révolutionné la mesure du temps et comment est-ce qu'on était arrivé, grâce aux lasers, à avoir des horloges atomiques qui mesurent le temps avec une précision absolument extraordinaire, atteignant les 10-18, c'est-à-dire la seconde sur l'âge de l'univers. J'ai montré que pour que ces expériences soient possibles, il avait fallu développer un système de laser nouveau, ce qu'on appelle des peines de fréquence, qui réalisent donc des champs lumineux qui sont modulés à la fois dans l'espace et dans l'espace des fréquences, et qui constituent un peine de référence pour mesurer de façon absolue les fréquences optiques et pour servir d'échappement aux horloges atomiques, c'est-à-dire de diviser les fréquences optiques pour les ramener aux fréquences directement mesurables. Alors, en fait, ceci fait une transition naturelle avec le cours d'aujourd'hui, où je vais m'intéresser aux champs très intenses et à la génération de pulses ultra courts. En fait, on va voir que ces lasers femtosecondes jouent un rôle important dans cette physique. Il s'agit donc à la fois d'essayer de réaliser des intensités lumineuses très très grandes, et ces intensités lumineuses nécessitent la réalisation de lumière pulsée, parce qu'il faut concentrer en des instants très courts des énergies électromagnétiques importantes, et les effets non linéaires d'ordre très élevé et même non perturbatifs qui se produisent à ce moment-là permettent de créer des champs lumineux encore plus courts que ceux à quoi on pourrait penser à premier abord. Donc il s'agit d'une physique à la fois de la lumière intense et d'une physique des temps ultra courts. On peut générer avec ces systèmes des impulsions dont la durée se mesure en attosecondes. Attosecondes, c'est 10-18 secondes. Et vous verrez qu'on peut réaliser donc des impulsions lumineuses extrêmement courtes qui traversent, qui forment des petits paquets lumineux de quelques dizaines, quelques centaines d'angstroms de long, et qui traversent la matière en des temps qui sont de l'ordre des périodes optiques, des périodes des électrons dans les atomes et dans les molécules. Et donc, on peut réaliser de cette façon une physique ultra rapide et sonder les atomes, les molécules et les solides. Donc, je vais essayer de développer un peu cela aujourd'hui. Le plan de cette leçon, je vais d'abord rappeler les ordres de grandeur des puissances lumineuses et des impulsions ultra courtes que l'on sait réaliser, et montrer comment la course aux intensités importantes et aux pulses courts sont en fait deux courses fortement corrélées l'une avec l'autre. Ensuite, j'étudierai des phénomènes importants qui se produisent aux très hautes intensités, comment l'ionisation atomique, ce qu'on appelle l'ionisation atomique au-dessus du seuil, et la génération d'harmoniques d'ordre élevé. Et cette physique va nous mener directement à la génération et l'étude des impulsions lumineuses attosecondes et leurs applications. Et enfin, je conclurai par quelques remarques sur ce qu'on peut faire en allant encore au-delà en termes de puissance, en parlant un peu de la lumière extrême. Donc, puissance lumineuse, comment la qualifier? Peut-être la première chose que je peux montrer, c'est une courbe qui montre l'évolution de la puissance crête des faisceaux laser focalisés au cours des 50 dernières années. Alors, la puissance crête, c'est une puissance exprimée en watts par centimètre carré, qu'on peut donc voir sur l'échelle des ordonnées ici. Vous voyez que ça va de 10 puissance 10 à 10 puissance 25 ou 30 watts par centimètre carré. Ce sont des chiffres absolument énormes dont on n'a pas l'idée intuitive. En fait, dans la matière, dans les milieux amplificateurs,
dans les barreaux de titane saphir ou d'autres lasers que l'on sait réaliser, les puissances maximales qui peuvent être transportées sans créer de dommages irréversibles sont de l'ordre du gigawatt par centimètre carré, c'est-à-dire beaucoup plus bas que ceux que je donne ici. Mais une fois que la lumière est sortie de ces milieux, on peut la concentrer, la focaliser sur des tâches de l'ordre de quelques microns de dimension en se servant des lois de l'optique. Et c'est donc cette puissance focalisée qui, à partir de gigawatts sur quelques dizaines de centimètres carrés, peut donner ces puissances énormes concentrées. Mais vous voyez que ces puissances sont limitées, a priori, par deux paramètres physiques, le dommage que l'on crée dans les matériaux et la limite extrême avec laquelle on peut focaliser un faisceau lumineux. Et vous voyez que les progrès se sont produits dans deux périodes de temps séparées. Dans un premier temps, dans les années 60-70, un progrès assez rapide qui est lié au développement de ce qu'on appelle les méthodes de Q-switch. Q-switch, ça veut dire qu'on pompe un milieu atomique dans une cavité de faible facteur de surtension qui ne peut pas laser parce que le seuil n'est pas atteint. Et puis à un instant donné, par un procédé électro-optique quelconque, on augmente brutalement le facteur de surtension, ce qui fait qu'une impulsion lumineuse intense est émise par le système sous forme de pulse qui peut durer quelques micros ou quelques nanosecondes. L'évolution suivante, ça a été le mode locking, le verrouillage de mode dont j'ai parlé longuement la semaine dernière, qui consiste à mettre en phase, par un processus non linéaire, un grand nombre de modes qui oscillent donc avec la même phase et qui interfèrent positivement à des instants très courts, donnant des impulsions extrêmement intenses. Et grâce à ce mode locking, on est donc arrivé à des puissances de l'ordre de 10 puissance 13 watts par centimètre carré. Puis il y a eu un long plateau qui est lié aux limitations physiques que j'indiquais tout à l'heure, jusqu'à ce qu'une méthode dont je parlerai plus tard, qu'on appelle la méthode CPA, Chirp Pulse Amplification, a permis de s'affranchir de cette limite et de continuer à faire monter les puissances dans des proportions absolument gigantesques. Et donc il y a maintenant toute une physique nouvelle qui s'ouvre dans les domaines de puissance que j'indique ici. Alors, en parallèle, je vous représente ici la course aux impulsions courtes, et vous voyez que ces deux courbes sont complètement corrélées. La première phase ici, c'est accompagné d'une diminution de la durée des impulsions jusqu'à des impulsions de l'ordre de quelques femtosecondes, l'échelle est en femtosecondes. Il y a eu un palier correspondant au palier que vous voyez ici, et puis l'avènement du CPA a permis de profiter de phénomènes non linéaires, la génération d'harmoniques d'ordre élevé, qui a conduit à une poursuite de la raccourcissement des pulses et arriver maintenant à des pulses qui ont une durée de l'ordre de quelques dizaines d'attosecondes. Donc, les progrès pour augmenter la puissance crête des lasers et diminuer leur durée d'impulsion ont été corrélés. Dans les années 70, les travaux pionniers ont été réalisés sur le mode locking et sur le Q-switching par des gens comme Ippen et Schenck. Et je ne vais pas détailler cette histoire, mais je vais surtout me focaliser sur les progrès révolutionnaires au cours des 20 dernières années. Alors, quelques ordres de grandeur. Le champ électrique étalon qui va nous permettre de comparer les champs des lasers de façon physiquement intéressante, c'est le champ de Coulomb, qui est le champ du proton à la distance du rayon de Bohr, c'est le champ atomique qui vaut 5 10 puissance 9 volts par centimètre. Alors, les champs sont reliés aux puissances laser. Simplement, la puissance P par unité de surface d'un laser est simplement donnée par la formule P égale epsilon 0 C E au carré. Donc, une fois que j'ai calculé le champ électrique en volts par mètre, en multipliant par epsilon 0 ici, j'ai la puissance en watts par mètre carré que je peux transcrire facilement en watts par centimètre carré. Alors, à partir de là, une autre donnée intéressante, c'est à partir de quand le développement perturbatif en puissance du champ électrique cesse-t-il d'être valable. Alors, je vous donnerai un argument un peu plus précis plus loin, mais il est logique et on conçoit que le fait de développer la réponse du système en puissance du champ va cesser d'être valable lorsque le champ du laser va devenir une fraction non négligeable du champ de Coulomb. En fait, on va voir que c'est un champ qui est de l'ordre entre le 10e et le 20e du champ de Coulomb. Et lorsqu'on prend ces ordres de grandeur, on tombe sur cette puissance de 10 puissance 14 watts par centimètre carré, qui est la puissance à peu près limite que l'on était arrivé à réaliser avant la mise en œuvre des méthodes CPA. Autre facteur intéressant, évidemment, si vous calculez epsilon CE, C au carré ou EC, et le champ de Coulomb, vous arrivez à 7 10 puissance 16 watts par centimètre carré, qui est la puissance dans laquelle on pense que la matière va être ionisée complètement, puisque le champ instantané du laser devient de l'ordre du champ de Coulomb. Donc c'est
les intensités à partir duquel on forme un plasma de charge à partir des atomes. Un autre paramètre qui va être essentiel pour la discussion que je vais mener dans cette leçon, c'est ce qu'on appelle l'énergie pondéromotrice des charges dans le champ. Supposez qu'un électron a été libéré d'un atome, cet électron va osciller dans le champ électromagnétique de l'onde laser et il va se mettre en oscillation forcée dans ce champ. Et il est très facile de calculer la vitesse moyenne que l'atome va prendre dans ce champ et l'énergie cinétique moyenne qui va lui être associée. C'est un petit calcul que je vous laisse faire. Et on obtient une énergie qu'on appelle l'énergie pondéromotrice qui est proportionnelle au carré du champ et inversement proportionnelle à la masse de l'électron, dans le cas des électrons, et le carré de la fréquence. C'est ce qu'on appelle l'énergie pondéromotrice. Pour un ion de masse grand M, cette énergie est beaucoup plus petite, bien sûr, parce que l'inertie de l'ion le rend plus difficile à déplacer. Mais ces énergies jouent un rôle très important dans la physique de ces atomes, dans les champs intenses, et dans la physique des plasmas que ces champs intenses sont capables de créer. En particulier, vous voyez que dans une onde électromagnétique, en général, l'intensité dépend de la position. C'est ce qui fait d'ailleurs les forces induites par les lasers sur les atomes. C'est le cas ici également. Un électron libre qui se trouve dans le champ pondéromoteur va subir, si ce champ pondéromoteur varie dans l'espace, il va subir une force qui le pousse vers les champs faibles. Et c'est une force qui peut prendre des valeurs très importantes. Donc voilà pour l'énergie pondéromotrice. Cette énergie pondéromotrice va me permettre de calculer tout de suite une énergie qui va jouer un rôle important dans le problème. C'est qu'est-ce qui se passe, quel est le flux lumineux pour lequel l'électron devient relativiste. Alors, je l'exprime simplement en disant que l'énergie pondéromotrice devient de l'ordre de la masse au repos d'électrons, MC2, et ceci nous donne tout de suite l'amplitude du champ électrique qui est de l'ordre de 10 puissance 11 volts par centimètre, et la puissance correspondante est encore plus grande que les puissances que j'ai tout à l'heure, de 10 puissance 19 watts par centimètre carré. C'est-à-dire que le champ électrique d'abord va ioniser les atomes, et ensuite, avec une énergie à peu près avec une puissance 100 fois plus grande, va rendre cet électron libre relativiste. Si on s'intéresse maintenant au flux lumineux qui va rendre relativiste les ions, le champ électrique doit être encore beaucoup plus grand, et pour des ions qui correspondent à peu près à 10 puissance 4 fois la masse atomique, on arrive à l'ordre de grandeur de 10 puissance 27 watts par centimètre carré. Donc lorsqu'on atteint ces chiffres, on a perdu toute notion d'ordre de grandeur, et on peut aussi bien continuer et voir qu'est-ce qu'on va obtenir comme effet intéressant avec des puissances encore plus grandes. Et la dernière puissance que je vais vous indiquer, c'est celle qui va faire claquer le vide, c'est-à-dire la puissance qui va être telle que même le vide ne supportera plus l'intensité du champ électromagnétique sans que des charges soient créées. Qu'est-ce que c'est que le claquage d'un diélectrique? C'est le phénomène que je mentionnais tout à l'heure. Lorsque le champ est assez intense, il va ioniser la matière et provoquer des dommages en créant des charges libres à l'intérieur des milieux amplificateurs. Mais si vous prenez le vide de rayonnement, on sait que ce vide est en fait plein de particules virtuelles. Par exemple, il peut se créer à partir du vide des paires électrons-positrons. Ces paires électrons-positrons ne peuvent subsister que pendant un temps extrêmement court. Et la relation de conservation, la relation d'incertitude entre le temps et l'énergie dit que la durée de la création d'une paire doit être de l'ordre de h sur 2mc2, où m est la masse de l'électron et du positron. Et pendant cette durée extrêmement courte, la paire va parcourir une distance de l'ordre de h sur mc, qui n'est rien d'autre que la longueur d'onde de Compton. Donc ces paires se déplacent sur une distance de l'ordre de la longueur d'onde de Compton avant de disparaître. Et si, pendant ce déplacement, le champ électrique est suffisant pour leur fournir l'énergie qui correspond à mc2, la paire va pouvoir se créer réellement, et c'est ce qu'on appelle le claquage du vide, et ça correspond à l'apparition des effets non linéaires du vide, le fait que des photons commencent à interagir entre eux sous l'effet de ces processus virtuels. Donc j'ai calculé l'ordre de grandeur. Le champ électrique doit être de l'ordre de 2 10 puissance 16 volts par centimètre, et les puissances correspondantes sont de 10 puissance 30 watts par centimètre carré. Donc voilà le résumé. Ici, j'ai repris cette courbe avec l'indication des puissances que l'on sait réaliser, et j'ai divisé ça en différentes régions. Jusqu'à 10 puissance 14 watts par centimètre carré, on a la physique atomique habituelle, si j'ose dire, c'est-à-dire une physique atomique perturbative, c'est l'optique non linéaire telle qu'on la connaît. La réponse du système est proportionnelle à une puissance de l'intensité lumineuse.
Au-delà de 10 puissance 14 watts par centimètre carré, on atteint une physique non perturbative, et c'est dans ce domaine-là, entre 10 puissance 14 et 10 puissance 16 watts par centimètre carré, qu'ont lieu les effets de génération d'harmoniques élevées et la génération des pulses attosecondes. Donc la physique intéressante, l'essentiel de la physique que je vais vous décrire aujourd'hui, se situe dans cette bande d'énergie. Au-dessus, on arrive dans le domaine où on commence à créer des plasmas laser. Au-dessus encore, les électrons deviennent relativistes et donc on a une physique, une optique non linéaire relativiste qui a des caractéristiques différentes de l'optique non linéaire habituelle. Voilà à peu près la limite de l'intensité des lasers que l'on sait réaliser dans des laboratoires de dimensions raisonnables, c'est-à-dire sur quelques tables optiques. Mais vous voyez qu'on peut faire énormément de choses jusqu'à cette limite. Et puis au-delà, on a le domaine des ions relativistes, le domaine de la physique nucléaire, le domaine où les intensités sont telles que les lasers peuvent provoquer des réactions de fusion nucléaire. Mais ça demande des installations beaucoup plus grandes. Et puis, il y a le domaine de l'électrodynamique non linéaire et la physique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, sur quel type de laser est basée cette physique? Je vous rappelle ce que je vous disais la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que le blocage de mode, le verrouillage des modes? Vous prenez un laser qui a un milieu amplificateur qui a un gain sur une très large gamme de fréquences, par exemple les lasers titane-saphir, qui peuvent laser sur un grand nombre de modes, et on s'arrange pour verrouiller les modes entre eux, c'est-à-dire pour que les modes ont des relations de phase bien définies. Ces modes sont espacés régulièrement dans l'espace des fréquences, l'espace des modes étant déterminé par la longueur de la cavité. Et puis, si on met en jeu un mécanisme non linéaire correct, on va verrouiller tous ces modes entre eux. Et je vous rappelle le mécanisme que je mentionnais la semaine dernière. Un laser intense dans un milieu amplificateur possède un indice de réfraction qui dépend de l'intensité lumineuse. Et cet indice de réfraction qui dépend de l'intensité lumineuse va jouer le rôle d'un effet de lentille. C'est-à-dire que si le faisceau est gaussien, l'indice de réfraction va être plus faible à la périphérie du mode qu'au centre. Et donc le laser va s'auto-focaliser sous l'effet d'un effet de lentille produit par l'amplification elle-même. Ceci veut dire que le laser va se trouver occuper une dimension transversale plus petite lorsqu'il est intense. Si l'on place ici un diaphragme, vous voyez que ce diaphragme va laisser passer les champs intenses, et par contre, il va bloquer le champ lorsque le champ lumineux est plus faible. Tout ceci se traite dans le cadre d'équations non linéaires qui couplent les modes entre eux, et il se trouve dans la solution de ces équations montre que le système a intérêt, entre guillemets, pour pouvoir transmettre des intensités plus grandes, à ce que les modes soient verrouillés. Donc il y a une compétition positive qui fait que les modes se verrouillent naturellement entre eux pour donner des intensités importantes qui permettent de bénéficier de cet effet Kerr de lentille. Donc il y a d'autres dispositifs possibles, mais avec ce type de dispositif, on peut mettre en phase n modes où n est très grand. Et vous voyez que si vous mettez en phase n modes où n est très grand, alors que l'intensité serait égale à ni si les modes oscillent indépendamment, elle devient égale à n au carré i, dans des pulses très courts bien sûr, si les modes oscillent ensemble. Donc on peut gagner une intensité crête proportionnelle au nombre de modes qui oscillent entre eux, et ce nombre de modes peut aller jusqu'à 10 puissance 5, couvrant 1 octave dans l'espace des fréquences. Tout ça, j'en avais déjà discuté assez longuement la semaine dernière, mais je voulais simplement le rappeler ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour dépasser? On arrive de cette façon-là à avoir donc ces puissances de l'ordre de 10 puissance 13 watts par centimètre carré. Pour aller plus loin, eh bien, il y a eu une technique très astucieuse qui a été développée par Strickland et Mourou dans les années 80, qui est ce qu'on appelle le CPA, Chirp Pulse Amplification, qui consiste à amplifier un pulse après l'avoir étalé dans le temps. Alors, vous partez d'un pulse femtoseconde très court et vous le faites traverser un dispositif qui l'étale dans le temps, c'est-à-dire tout simplement deux réseaux qui sont placés l'un en face de l'autre. Ces réseaux dispersent les différentes longueurs d'onde de façon différente et on peut s'arranger par exemple pour que la lumière rouge parcourt un chemin plus court que la lumière bleue, ce qui fait qu'en sortant de ce dispositif, on a un pulse qui est beaucoup plus long que le pulse initial, mais qui est chirpé en fréquence. La tête du pulse est plutôt rouge et la queue du pulse est plutôt bleue. Ce pulse qui est allé à une amplitude beaucoup moins grande, donc il peut traverser un milieu amplificateur sans faire de dommages, et on peut amplifier par un facteur très important
et obtenir sur ce pulse étalé des amplitudes du même ordre que l'amplitude que l'on avait sur le pulse très court précédent. Une fois qu'on a fait ça, on peut refaire passer le pulse dans un système compensateur qui va au contraire compresser le pulse, c'est-à-dire donner un chemin plus court pour la lumière bleue que pour la lumière rouge et rassembler les différentes composantes de fréquence. Et on obtient à la sortie un pulse extrêmement intense dans le vide, donc il n'y a plus de problème de claquage. Il faut évidemment que le vide soit très bon. Et de cette façon, on peut amplifier les pulses par un facteur énorme, des facteurs de l'ordre de 10 puissance 5, 10 puissance 6. Et on arrive maintenant, avec des lasers titane systèmes modernes, à des flux lumineux crêtes de l'ordre de 10 puissance 20 à 10 puissance 22 watts par centimètre carré, c'est-à-dire un gain de l'ordre de 6 à 7 ordres de grandeur sur la puissance réalisée auparavant. Donc cette technique a vraiment révolutionné ce type de physique. Et l'avantage, c'est qu'on peut réaliser ces systèmes sur une table expérimentale. Ça ne demande pas de très gros dispositifs et ces lasers qu'on appelle tabletop en anglais sont réalisables dans des laboratoires. Il faut évidemment pas mal d'équipements, mais c'est réalisable dans des laboratoires universitaires. Alors je passe maintenant à la deuxième partie. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette lumière pour générer des harmoniques d'ordre élevé en se servant d'un phénomène qu'on appelle l'ionisation atomique au-dessus du seuil. Alors, le principe des expériences est très simple. On focalise un laser avec une intensité de l'ordre 10 puissance 14, 10 puissance 10 puissance 17 watts par centimètre carré sur un jet de gaz rare, par exemple de l'argon ou du xénon, et on étudie donc les processus non linéaires qui se produisent dans ce système. Les pulses, les impulsions ayant une durée de quelques femtosecondes. Alors, la première chose que l'on observe, c'est l'ionisation, simplement le fait que la lumière arrivant sur ces atomes va ioniser, éjecter l'électron. Le premier phénomène d'ionisation qu'on connaît tous et qui a été d'ailleurs le point de départ de la physique quantique, c'est l'effet photoélectrique simple. C'est-à-dire que si l'énergie du photon, h nu, est supérieure à l'énergie d'ionisation de l'atome, l'atome est porté de l'état fondamental vers un état du continuum, donc l'électron est éjecté, et cet électron, par conservation d'énergie, avec une énergie cinétique qui est la différence entre h nu et le seuil d'ionisation. Ça, c'est la loi de l'effet photoélectrique telle qu'elle avait été observée expérimentalement et expliquée par Einstein dans un papier en 1905. Le point important, c'est que l'énergie des photons ne dépend pas de l'intensité lumineuse. Les photons ont une énergie EI moins h nu. Ce qui dépend de l'intensité lumineuse, c'est le taux avec lequel ces photons sont produits, et donc le taux de production ces électrons sont produits, ce taux de production des électrons est proportionnel à l'intensité lumineuse. Alors, lorsqu'on est arrivé à disposer d'intensités lumineuses beaucoup plus grandes, la première chose qu'on a observée, et qui n'était pas prévue par Einstein dans son papier, c'est que le même effet peut se produire en absorbant non pas un, mais plusieurs photons, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. La formule se généralise immédiatement. L'atome absorbe n photons, et il émet un électron dont l'énergie cinétique est égale à nh nu moins l'énergie d'ionisation. Et dans cette limite perturbative, le taux de production de ces électrons, c'est simplement la puissance n de l'intensité lumineuse. Donc ça a été assez bien vérifié. Et on a observé très rapidement un phénomène a priori plus étrange, qui est que cette ionisation multiphotonique, elle peut se produire au-dessus du seuil, c'est-à-dire que l'atome peut continuer à absorber des quantas au-dessus de la limite d'ionisation en réalisant en quelque sorte des transitions entre états du continuum. Et il peut arriver à absorber un nombre de photons plus grand que celui nécessaire au seuil. À ce moment-là, il va émettre des électrons dont l'énergie cinétique va correspondre à la différence de l'énergie de ces n photons absorbés et de l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire qu'il va apparaître dans le spectre des photoélectrons émis des pics séparés de h bar oméga. C'est ce qu'on appelle l'ionisation au-dessus du seuil. A priori, ça peut paraître étrange qu'un électron puisse absorber dans le continuum. On sait qu'un électron libre ne peut pas absorber, mais en fait, cet électron n'est pas libre. Il voit quand même le champ de Coulomb du noyau. Et donc, c'est cette absorption en présence du champ de Coulomb du noyau qui lui permet d'effectuer ces transitions. Ce phénomène a été étudié en fait en détail dans les années 60-70, en particulier par le groupe du CEA, avec donc le directeur du groupe était Claude Manus, Gérard Mainfray, Agostini, Anne Lullier et autres, ont vraiment à ce moment-là été les pionniers de ce type de physique, l'étude de l'ionisation au-dessus du seuil. Alors cette ionisation, elle s'appelle ATI, c'est les initiales anglaises, Above Threshold Ionization. Et le point important, c'est qu'on voit apparaître des effets très intéressants lorsque la puissance augmente au-dessus de 10 puissance 14 watts par centimètre carré, des effets qui ne peuvent pas être traités de façon perturbative.
Vous voyez ici l'énergie des électrons émis par ce phénomène d'ionisation et le nombre de... Ici, l'intensité, en fait, le nombre d'électrons comptés dans un intervalle de temps donné. Et vous voyez que ça, c'est une courbe qui a été prise dans le cas de l'argon, excité par un pulse laser de 40 femtosecondes, et le flux d'énergie électromagnétique croît de A à D. Dans la courbe petit a, ce flux est de l'ordre de 6 puissance 13 watts par centimètre carré, et vous voyez que l'intensité des harmoniques décroît, c'est une échelle logarithmique, donc on a une décroissance en puissance de n. Donc dans ce domaine-là, on peut interpréter cet effet comme un effet perturbatif. Mais vous voyez que dès que la puissance a été multipliée par un facteur de l'ordre de 2, la forme de la courbe change complètement. Il y a d'abord une diminution de l'intensité des pics d'ionisation au-dessus du seuil, puis un plateau, et puis une chute finale. Et c'est vrai lorsqu'on continue à augmenter l'intensité. L'existence de ce plateau prouve qu'on ne peut plus traiter ça en puissance de la perturbation, parce que ça veut dire qu'il y a donc toute une gamme d'énergie de photoélectrons émis qui reste à peu près, dont l'intensité reste à peu près constante lorsque l'énergie augmente, c'est-à-dire lorsque l'ordre classique de perturbation augmente. Donc, comment interpréter cet effet? Eh bien, cet effet a été interprété en particulier par Corkum et Kullander en disant que l'ionisation, lorsque le champ devient suffisamment intense, l'ionisation n'est plus un phénomène qui dépend de la fréquence du champ, mais ça devient un phénomène quasi statique. L'atome s'ionise dans le champ instantané du laser. Alors comment ça se passe? Cette courbe représente le champ de Coulomb et ce qui se passe quand on y ajoute le champ électrique du laser. Alors, le champ électrique du laser, il oscille, c'est-à-dire que la pente correspondante passe d'une valeur positive à négative. Et là, je représente ce qui se passe à un instant où la pente associée au champ électrique du laser est négative. Vous voyez qu'à ce moment-là, il apparaît dans le potentiel total Coulomb plus champ laser une barrière de potentiel. L'énergie d'ionisation, c'est-à-dire l'énergie de l'électron lié, est ici. Et vous voyez que l'électron peut s'échapper par effet tunnel à travers cette barrière. Alors, le point essentiel, c'est de calculer le temps qu'il va mettre à s'échapper de cette barrière et comparer ce temps à la période de l'oscillation du laser. Si ce temps est très court par rapport à la période d'oscillation du laser, le modèle décrit est correct. Ça veut dire que l'électron va s'échapper en un temps pendant lequel on peut considérer le champ du laser comme étant fixé. Alors, l'ordre de grandeur, et je l'ai représenté ici, la longueur de la barrière tunnel, elle est proportionnelle à l'énergie de liaison divisée par QE0, et le temps d'ionisation, le temps de passage tunnel, c'est la longueur de la barrière divisée par la vitesse de l'électron, et un ordre de grandeur de la vitesse de l'électron, c'est la vitesse qu'a l'électron dans l'état lié correspondant, c'est-à-dire que pour avoir une estimation d'ordre de grandeur, j'écris simplement que EI est égal à m électron V au carré sur 2. Ça me permet de tirer V de cette expression et de l'introduire dans l'expression qui est ici, et je trouve que le temps de tunnel est en racine de MEI sur Q est 0. Donc le temps de tunnel est d'autant plus court que l'amplitude du champ électrique est plus grande. Ensuite, je compare ce temps de tunnel à 1 sur oméga, qui est la période de l'oscillation, et la condition de validité de ce régime, c'est que 1 sur oméga doit être grand devant le temps de tunnel. Lorsque je triture un peu tous ces paramètres, je trouve qu'il faut que l'énergie pondéromotrice, d'où l'importance de cette énergie que j'avais introduite tout à l'heure, devienne plus grande qu'une certaine fraction de l'énergie d'ionisation. Bon, ça, c'est un calcul très qualitatif. En fait, on peut montrer que le régime tunnel décrit correctement l'ionisation pour une énergie pondéromotrice plus grande que EI sur 2. Si vous prenez EI égale 10 électronvolts, qui est typiquement l'ordre de grandeur des énergies d'ionisation dans les gaz rares comme le xénon, et une fréquence oméga, une pulsation de 3,10 puissance 15 secondes moins 1, qui est typiquement celle des lasers rouges ou proches infrarouges, on voit que EPM doit être plus grand, l'énergie de pondéromotrice doit être plus grande que 5 électronvolts, c'est-à-dire que la puissance doit être plus grande que 10 puissance 14 watts par centimètre carré. Donc on justifie ce paramètre que j'avais introduit de façon un peu arbitraire tout à l'heure. Quand le champ électrique devient de l'ordre de EC sur 25, on atteint ce régime, et on atteint le régime où on peut décrire l'ionisation comme un effet instantané dans le champ de Coulomb, dans la barrière tunnel produite par le champ de Coulomb du laser. Alors voilà sur ce diagramme un petit peu ce qui se passe. Alors, je suis désolé sur les notes de cours, la deuxième partie de la figure a disparu, mais je vais la rétablir ici. Donc lorsque le champ électrique devient suffisamment grand,
la barrière de potentiel est abaissée, l'électron s'échappe. Mais une fois que l'électron s'est échappé, il est toujours dans le champ du laser. Et le champ du laser commence par l'accélérer. Et puis, quand le champ du laser se retourne, l'électron revient vers l'ion. Et il revient vers l'ion avec une énergie qu'on va estimer tout à l'heure, qui peut être très grande, qui peut être plus grande que l'énergie pondéromotrice. Et donc, il va subir une collision, il va re-rentrer en collision, pas re-rentrer, il va plutôt entrer en collision avec l'ion. Et cette collision va pouvoir soit le rééjecter avec une énergie encore plus grande, soit conduire à la recombinaison de l'électron avec l'ion et l'émission d'une onde électromagnétique de fréquence beaucoup plus élevée que l'onde infrarouge initiale. Donc c'est ce phénomène-là que l'on peut commencer par interpréter de façon classique, en décrivant la trajectoire de l'électron classiquement, qui permet de décrire l'ionisation au-dessus du seuil et la génération d'harmoniques. Alors je précise également que tout ce modèle-là est valable si le laser est en polarisation linéaire. Il faut que l'électron aille et revienne. Si vous prenez une polarisation circulaire, l'électron va partir et puis il ne reviendra pas sur le noyau. Et tous les effets que je décris là s'observent en polarisation linéaire et ils ne s'observent pas, en particulier les plateaux, n'apparaissent pas en polarisation circulaire ou elliptique. Alors de façon plus détaillée, qu'est-ce qui se passe ? Je représente ici l'onde infrarouge. Malheureusement, on n'a pas beaucoup, c'est du jaune pâle, mais c'est un champ sinus oméga t qui décroît et puis qui remonte. Et l'ionisation se produit à un instant où le champ est proche de son maximum, à l'instant T0. C'est là que la pente est la plus grande, l'électron est éjecté. Et puis cet électron éjecté est accéléré. Lorsque le champ passe à une valeur nulle, eh bien, l'électron s'est éloigné avec une vitesse plus grande du noyau. Et puis, à partir de là, la pente change de signe. Et donc, l'électron a plus de mal, et puis il va s'arrêter et revenir. Et ce que les équations montrent, c'est qu'il revient sur le noyau au moment où le champ s'annule pour la deuxième fois. Autrement dit, il faut à peu près trois quarts de période entre le moment où l'électron est éjecté et le moment où il revient sur le noyau. Alors je précise ça. Première étape, l'électron s'échappe par effet tunnel à un instant T0 qui est proche du maximum du champ électrique. Il accélère dans la direction du champ, il passe par un maximum au voisinage du moment où le champ s'annule. Puis la vitesse s'annule et change de signe au voisinage du moment où le champ passe par son minimum. Et l'électron entre en collision à l'instant T1 au voisinage de la seconde annulation du champ avec une grande vitesse négative. Alors qu'est-ce que c'est que cette vitesse ? Classiquement, il est très facile de calculer la vitesse de l'électron dans le champ. On part de l'hypothèse qu'à l'instant T0, il quitte l'atome avec une vitesse très faible. Et puis ensuite, il est accéléré par le champ électrique. Et donc sa vitesse à un instant T, c'est simplement la solution de l'équation du mouvement forcé, E0 sur m oméga cosinus oméga t, et on retire cosinus oméga t0 comme condition initiale pour dire que la vitesse est nulle à l'instant initial. Donc c'est très simple. À partir de là, on peut calculer l'énergie électronique de recollision. C'est mv2 au moment T1, correspondant au moment T1 où l'atome revient. Donc c'est E2, E0 carré sur 2m oméga carré, c'est le double de l'énergie pondéromotrice que multiplie le carré du cosinus oméga T1 au cosinus oméga T0. En première approximation, on pourrait considérer que cosinus oméga T0 est nul puisqu'on est parti du moment où le sinus est maximum et le cosinus est nul, et cosinus oméga T1 vaut 1 puisqu'on arrive au moment où le champ s'annule. Donc ce terme-là devrait être de l'ordre de 1. Mais en fait, on peut optimiser et voir que T1 est une fonction implicite de T0, et on peut calculer l'énergie de retour maximale qui correspond à une valeur de cette différence de cosinus égale non pas à 1 mais à 1,2, son carré est à peu près 1,5, et le résultat final c'est que l'énergie maximum de recollision c'est à peu près 3 fois l'énergie pondéromotrice. Donc l'atome revient avec une énergie qui est 3 fois l'énergie pondéromotrice sur le noyau, sur l'ion, toujours pour une polarisation linéaire. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cet électron qui revient, il peut être rediffusé, c'est-à-dire qu'il peut repartir un peu, il peut reprendre de l'énergie sous l'effet du champ électrique à ce temps-là et être éjecté avec une énergie encore beaucoup plus grande. Et on peut montrer par le même type d'argument que cet électron qui revient, s'il est rééjecté, il peut avoir une énergie jusqu'à 10 fois l'énergie pondéromotrice. Ou bien, il peut être absorbé, l'atome retombant en l'état fondamental, en émettant un photon dont l'énergie va être EI plus quelque chose qui est au maximum 3 fois l'énergie pondéromotrice. Donc ceci permet de comprendre qualitativement ce qui se passe. Voici, je reprends les courbes d'énergie au-dessus du seuil pour différents éléments, hélium, néon, argon, krypton, xénon.
les puissances sont de l'ordre de quelques 10 puissance 14 watts par centimètre carré, et l'énergie pondéromotrice de l'électron est de l'ordre, dans ces expériences, de l'ordre de 4 à 5 eV. Alors vous voyez que pour l'hélium possède une énergie d'ionisation de 24 eV, qui est grande par rapport à ça. Donc pour l'hélium, on a le traitement perturbatif valable. Mais dès qu'on passe aux autres gaz rares, on voit très bien apparaître une courbe qui a une décroissance de l'énergie, une décroissance assez rapide de l'énergie, puis un plateau, puis un cut-off avec la décroissance finale. Et qualitativement au moins, tout ça s'explique bien avec le modèle que j'ai décrit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que l'énergie commence par décroître jusqu'à une valeur de l'ordre de 2 fois l'énergie pondéromotrice? Mais ce qui se passe au départ, c'est que, pour ce que je vous ai décrit là, c'est ce qui se passe si le champ électromagnétique subsiste jusqu'au moment où l'électron revient. Mais si l'électron a été produit à la fin du pulse, il va commencer par être accéléré, puis la lumière va disparaître, et donc il ne va pas revenir. Il va partir avec une énergie qui est au maximum 2 fois l'énergie pondéromotrice. Et donc ça correspond à la première partie de la courbe. Ensuite, le plateau, eh bien, le plateau qui va jusqu'à 10 fois l'énergie pondéromotrice, ce plateau correspond à tous les électrons qui sont revenus, qui ont été rééjectés après avoir été accélérés à nouveau au moment de la collision. Et puis, au-delà de 10 fois l'énergie pondéromotrice, eh bien, il y a une décroissance rapide, il n'y a plus de possibilité de photoélectrons. Donc tout ceci se comprend bien, et on comprend bien également que tout ceci n'est valable que si le laser est polarisé linéairement. Pour une polarisation circulaire ou elliptique, il n'y a pas de recollision, donc pas de plateau. Alors passons maintenant au phénomène vraiment intéressant qui est la génération d'harmoniques d'ordre élevé. Qu'est-ce que c'est que cette génération? Bien, on peut le comprendre à nouveau dans le régime perturbatif et puis dans le régime non perturbatif. Dans le régime perturbatif, l'explication est assez simple. L'atome absorbe un certain nombre de photons et puis il en réémet un qui est la somme des énergies de tous les photons correspondants. En fait, les lois de symétrie, le fait que l'atome est symétrique par inversion par rapport au noyau, permettent de montrer que seules les harmoniques impaires du champ électromagnétique sont émises de cette façon. Mais dans la limite perturbative, cette émission décroît, la génération de l'harmonique n est en i sur une valeur de référence, i sur i0 à la puissance 2n plus 1, et elle décroît avec n de façon perturbative. Donc ça, c'est le phénomène qui avait été observé avec des puissance relativement faible. Maintenant, si la puissance devient supérieure à ces fameux 10 puissance 14 watts par centimètre carré, ce qu'on observe, c'est plutôt ça. C'est ce qu'on appelle le régime tunnel. L'efficacité de la génération d'harmoniques décroît avec n dans un premier temps, puis on a un plateau, et puis on a une coupure du plateau. Cette coupure, il est facile de la calculer. Eh bien, l'énergie maximale des photoélectrons, des électrons obtenue, c'est 3 fois l'énergie pondéromotrice plus l'énergie d'ionisation divisée par h nu, ça vous donne l'ordre de génération d'harmonique qui est possible. Et on va calculer ça, les ordres de grandeur, assez simplement ici. Eh bien, si vous prenez un cas typique, donc voilà l'expression de l'énergie des photons de haute énergie, des photons X ou UV créés, c'est EI plus 3 fois l'énergie pondéromotrice. L'énergie pondéromotrice, je l'exprime ici en fonction de la puissance. L'application numérique, si vous prenez le cas de l'argon, EI vaut 15,7 électronvolts, avec une puissance de 2 puissance 14 watts par centimètre carré, on trouve que l'énergie des électrons vaut à peu près 30 eV. 30 eV, c'est 20 fois l'énergie du photon infrarouge initial, c'est-à-dire qu'on peut générer, grosso modo, jusqu'à l'harmonique 21 du champ initial. Alors, il y a un autre, et la longueur d'onde du champ XUV est 20 fois plus petite que les 800 nanomètres initiales, donc elle est de l'ordre de 40 nanomètres. 40 nanomètres, ce sont des rayons X intermédiaires, mais vous voyez que si vous augmentez la puissance, vous allez pouvoir générer des rayons X encore plus durs. Mais gardons ces ordres de grandeur. Quelle est l'énergie maximale de l'électron au moment de la recollision? C'est 3 EPM, 14 électronvolts, c'est à peu près la moitié de ces 30 électronvolts. Et 14 électronvolts, ça correspond à une longueur d'onde de De Broglie de 3 angstroms. Donc vous voyez que la longueur d'onde de De Broglie de la matière de l'onde de recollision est beaucoup plus petite que la longueur d'onde optique qui va être générée. Elle est de l'ordre de l'angstrom, c'est-à-dire que cette onde de recollision peut servir de sonde pour reconstruire la fonction atomique. On peut considérer cette onde de recollision comme une onde qui va venir sonder l'ion qui est resté, la partie de la fonction d'onde qui est restée attachée à l'atome, et je vous décrirai une expérience de ce genre dans un petit moment. Alors, je passe maintenant à l'étude des impulsions attosecondes. Comment est-ce qu'on peut comprendre
la génération de ce spectre d'harmonique impair dans le cas du régime de l'effet tunnel. L'explication est assez simple. Je vous représente ici une impulsion femtoseconde qui contient une dizaine d'oscillations. Donc chaque période, c'est à peu près 2 femtosecondes. Et vous voyez qu'à chaque maximum ou minimum de l'onde, des électrons sont éjectés et ils vont re-rentrer en collision 3/4 de période après, au moment où le champ s'annule. Et donc vous allez avoir une série d'impulsions attosecondes qui vont correspondre avec les différentes annulations du champ de l'onde femtoseconde initiale. Et donc vous allez avoir en quelque sorte un peigne. Vous reproduisez ce fameux peigne de fréquence dont je parlais la semaine dernière, mais dans le domaine des attosecondes et dans un domaine spectral beaucoup plus grand que celui des femtosecondes initiales. Alors, ceci nous indique d'ailleurs que si les impulsions se succèdent dans le temps de façon régulière, ça veut dire que dans l'espace transformé de Fourier, le spectre est composé d'intervalles réguliers, et on voit très bien que la séparation, c'est 2 oméga, puisqu'il apparaît une impulsion toutes les demi-périodes, à chaque fois que le champ s'annule. Donc, toutes les pi sur oméga, il apparaît une impulsion, et dans le spectre transformé de Fourier, ça veut dire qu'il y a un spectre de fréquence dont la séparation est 2 oméga. Donc, on retrouve le fait qu'il n'y a pas toutes les fréquences, c'est simplement une fréquence sur 2. Et il faut également que, dans le spectre des fréquences, ces différentes composantes de fréquences soient verrouillées en phase entre elles. Donc, il faut vérifier qu'elles sont naturellement verrouillées en phase d'après le mécanisme que j'ai décrit, mais il faut le vérifier. Et en vérifiant qu'elles sont verrouillées en phase, on aura une façon indirecte de mesurer la longueur des pulses. Par exemple, en déterminant combien de modes sont verrouillés en phase, on saura quelle est la longueur des pulses. Et en fait, au début des années 90, ou à la fin des années 90, avant qu'on ne puisse mesurer directement la durée de ces impulsions, de très belles expériences faites par le groupe de Saclay ont montré par une analyse spectrale que ces modes étaient vraiment verrouillés en phase et que la longueur des pulses était inférieure à la femtoseconde. Alors la façon de procéder, c'est une façon assez générale qu'on va retrouver dans d'autres expériences. On a le faisceau laser infrarouge, femtoseconde, qui est focalisé sur un jet d'argon, et on a ici un masque, un double miroir ou un masque avec un anneau central qui permet de séparer la zone centrale dans laquelle le faisceau infrarouge va créer le faisceau UV, et puis une zone latérale, un anneau latéral de lumière infrarouge qui ne va pas servir à générer de lumière UV, mais qui va servir de référence et qui va continuer à se propager avec la lumière XUV dans l'espace. Ensuite, on refocalise donc cet ensemble qui est à la fois le pulse XUV formé et la lumière infrarouge restante sur un deuxième jet d'argon qui va servir de sonde. Et on va étudier le spectre des photoélectrons émis par le second jet d'argon. Et c'est à partir de l'étude de ce spectre des photoélectrons émis qu'on va pouvoir remonter à la distribution spectrale de la lumière XUV. Alors, le texte est assez long, mais je vous donne le principe de la méthode. Dans ce deuxième jet d'argon, que vont faire les photons? Les photons XUV, ils vont ioniser l'atome et l'amener de l'état fondamental vers un état dont l'énergie va être soit 2n-1 h bar oméga, soit 2n plus 1 h bar oméga. Donc, en absence du champ infrarouge, on va avoir dans le spectre des photoélectrons émis des pics aux fréquences impaires de oméga, moins EI. Maintenant, si en même temps le second faisceau d'argon est soumis à la lumière infrarouge également, d'autres processus vont pouvoir se produire. En particulier, il va pouvoir y avoir absorption de 2n-1 photons XUV plus un photon infrarouge, ce qui va nous amener à 2n oméga, ou bien absorption d'un photon à 2n plus 1 oméga et émission stimulée d'un photon infrarouge. Et dans les deux cas, on va arriver à 2n oméga. Autrement dit, l'interférence de la lumière, de la lumière infrarouge et de la lumière XUV va créer de nouveaux pics aux fréquences paires qui n'apparaissent pas si seulement le photon XUV est là. Et ces nouveaux pics, leur intensité dépend de la relation de phase entre l'onde à 2n-1 et 2n plus 1 oméga. Et si vous faites varier le délai grâce à ce petit dispositif entre les deux ondes, vous allez voir un signal qui va osciller en phase dans l'intensité du courant photoélectrique à 2n oméga. Ceci va permettre de déterminer la différence de phase entre 2n-1 et 2n plus 1 oméga, et de proche en proche les différences de phase entre les différents faisceaux. Et
quand on reconstruit tout ça, eh bien, on obtient un train d'impulsion. Le transformé de Fourier dans l'espace des fréquences donne dans l'espace des temps des trains d'impulsion qui font 250 nanomètres de long. Donc c'était la première expérience qui a démontré de façon indirecte qu'on avait effectivement des pulses de durée plus courte qu'une femtoseconde. Alors après ça, on a développé des méthodes directes. Et là, je vous parle en particulier des expériences qui sont effectuées dans le groupe de Ferenc Krauss, d'abord à Vienne et puis maintenant au Max Planck de Garching. Alors l'idée, c'est d'isoler, comment est-ce qu'on va faire pour isoler une seule impulsion attoseconde? On commence par partir d'un pulse femtoseconde qui n'a pas un grand nombre d'oscillations, mais qui en a quelques-unes. C'est le type de pulse qu'on utilise dans les peines de fréquence. Donc on réalise un pulse comme celui-là, et vous voyez qu'il y a un facteur qui va jouer un rôle important, et qui jouait déjà un rôle important la semaine dernière, qui est la forme de ce pulse, et en particulier la position du maximum de la porteuse par rapport à l'enveloppe. Et pour que les expériences soient reproductibles, il faut créer des pulses qui ont toujours la même forme à l'intérieur de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'il faut contrôler la différence de vitesse de phase et de vitesse de groupe. Et je vous ai indiqué que c'était possible en mesurant l'offset du peigne en particulier et en stabilisant l'offset du peigne. Donc exactement les mêmes méthodes qui sont utilisées en métrologie servent à fabriquer des pulses qui ont une forme bien définie. Et en particulier, un pulse intéressant, c'est le pulse dans lequel l'amplitude maximale correspond au maximum de l'enveloppe. Dans ce cas, vous voyez que ce qui va se passer, c'est qu'à cet instant-là, qui est le moment où le pulse négatif, où le champ électromagnétique négatif passe par sa valeur maximum, les photoélectrons sont émis et puis ils vont se recombiner ici. Donc c'est dans ce zéro-là du champ que va apparaître un pulse attoseconde. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas un pulse attoseconde qui va être créé à cet instant-là où le champ est encore plus grand? Et effectivement, un autre pulse est créé à cet instant-là. Mais lorsque vous calculez l'énergie de recollision, vous apercevez que l'énergie de recollision de ce pulse est plus grande que l'énergie de recollision de celui-là. Autrement dit, le premier pulse apparaît proche de la coupure du plateau. Il a des composantes de fréquence proches de la coupure du plateau, alors que le deuxième pulse a une énergie un peu moins grande. Il correspond à des harmoniques d'ordre moins élevé. Donc, vous mettez un filtre qui va couper le deuxième pulse et vous pouvez réaliser un pulse unique. Alors, vous réalisez un pulse unique, mais attention, c'est un train de pulse. Vous allez en avoir, après quelques centaines de nanosecondes, vous allez avoir le pulse suivant qui va arriver. Si vous voulez avoir un seul pulse, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une autre astuce qui est extrêmement simple. Vous polarisez circulairement votre laser femtoseconde. Donc il n'est pas capable d'émettre ces pulses. Et puis pour un des pulses, par une méthode d'électro-optique, vous transformez la polarisation circulaire en une polarisation linéaire. Le pulse est émis, et ensuite vous recoupez ça en remettant une polarisation circulaire. Donc vous voyez qu'il y a moyen d'isoler un pulse attoseconde unique. Donc là, c'est les grandes explications, mais je vous ai expliqué tout ça, donc je peux aller plus loin. Voilà le type de montage qui est utilisé à Garching. Donc le montage est constitué de deux parties. Une première partie, on envoie des pulses femtosecondes bien formés, et on génère le champ, les harmoniques d'ordre élevé, et dans cette première région, zone de génération des pulses attosecondes. Dans une deuxième région, ces pulses infrarouges et XUV se propagent ensemble, et puis ils arrivent sur une cible ici qui va permettre d'analyser, c'est la zone de mesure du spectre des photoélectrons produits par le pulse XUV en présence ou non du pulse infrarouge. Et donc les photoélectrons créés ici sont analysés par un spectromètre à électrons, par une mesure de temps de vol qui est capable de mesurer la distribution d'énergie des photoélectrons produits. Un élément important du montage, c'est ce double miroir qui se trouve placé ici, qui est capable de réfléchir vers la sonde à la fois le pulse XUV et le pulse infrarouge, éventuellement en introduisant un délai variable entre les deux. Vous allez voir que ce délai joue un rôle essentiel pour permettre d'avoir une résolution temporelle intéressante. Alors, quel est le principe de cette métrologie attoseconde? Vous voyez que le principe est très simple. Vous envoyez simultanément sur l'atome le pulse XUV, donc un pulse qui a une très haute fréquence et qui est très court dans le temps, et le pulse infrarouge initial, qui a une fréquence plus basse et qui s'étale davantage dans le temps. Et vous pouvez les envoyer avec un délai variable, c'est-à-dire vous arrangez pour que le pulse XUV
tombe sur les atomes au moment où le pulse infrarouge passe par une phase bien définie. Vous pouvez faire varier cette phase. Eh bien, la méthode que l'on utilise, ça consiste à étudier donc, comment vont être générés les photoélectrons par la sonde en fonction du délai entre le pulse XUV et le pulse infrarouge. Et cette méthode, c'est une méthode qui généralise une méthode bien connue de mesure des phénomènes rapides, qui est ce qu'on appelle la caméra à balayage de fente. Alors, je vous rappelle qu'est-ce que c'est que cette caméra, ou je vous indique qu'est-ce que c'est que cette caméra à balayage de fente. Imaginez que vous ayez un pulse lumineux court, mais là je parle de pulses qui sont beaucoup plus longs que ceux que je considère ici, des pulses qui ont d'un nanoseconde ou quelques picosecondes de large. Ils arrivent sur une cathode où ils éjectent des électrons. On a une fente qui collimate bien ces électrons partent dans cette direction-là, et ensuite on a des électrodes qui permettent d'appliquer transversalement un champ électrique variable dans le temps, une rampe de champ électrique. Cette rampe de champ électrique va défléchir les électrons, et elle va les défléchir d'une quantité qui dépend de l'instant où l'électron est arrivé au moment où le champ a atteint une valeur donnée. Et donc il est facile de se rendre compte qu'en fonction du temps d'arrivée des électrons, c'est-à-dire du moment où ils ont été produits, on va obtenir sur un écran une tâche étalée dont la longueur va pouvoir nous permettre de remonter à la durée du pulse. Donc ce sont des caméras à balayage. En fait, ça se rapproche beaucoup de caméras à balayage qui existaient depuis très longtemps. Il y a ici un professeur au Collège de France qui s'appelait Marais, à la fin du XIXe siècle, qui utilisait des miroirs tournants pour étudier des mouvements rapides. Il avait fabriqué une espèce de fusil à prendre des photos à un rythme de répétition rapide basé sur des méthodes de miroirs tournants qui lui permettaient de prendre des images séparées, disons, de quelques centièmes de seconde, peut-être de millisecondes. Vous voyez, ici, je parle d'attosecondes, c'est-à-dire qu'en 100 ans, le progrès a été de 15 ordres de grandeur sur la capacité de résoudre en temps les phénomènes, mais en fait, on fait quelque chose de très voisin. Donc l'analyse de la distribution finale de l'énergie des électrons permet de remonter à la variation temporelle des deux champs, et on réalise donc une caméra à balayage de fente particulière, très rapide. En anglais, ça s'appelle une streak camera. Alors je vous précise comment ça marche dans le cas présent. Voilà l'onde électromagnétique du laser infrarouge, et le pulse XUV a été produit au voisinage d'un zéro du champ correspondant. Je porte ici une autre quantité qui est importante, qui est le potentiel vecteur associé à ce champ. Je vous rappelle qu'un champ électrique dérive d'un potentiel vecteur, E est égal à moins dA sur dt, c'est-à-dire qu'en fait, le potentiel vecteur est en fait déphasé de pi sur 2 par rapport au champ électrique. Donc le potentiel vecteur, qui est représenté par la courbe noire ici, est représenté comme ceci. Et ce qu'on va voir, c'est que des photoélectrons qui sont produits à un instant où le potentiel vecteur a une valeur donnée vont acquérir une vitesse supplémentaire qui est proportionnelle à la valeur de ce potentiel vecteur. Donc ça, c'est très facile à comprendre. La variation de vitesse entre l'instant t0 et l'instant t s'obtient en intégrant l'accélération, Q sur M, l'intégrale du champ électrique. Or, l'intégrale du champ électrique, c'est par définition la valeur du potentiel vecteur. Donc la différence de vitesse acquise par les photoélectrons éjectés dans le champ infrarouge, c'est la différence des valeurs du potentiel vecteur. Et dans l'état final, évidemment, le potentiel vecteur est nul. À la fin de l'opération, quand le pulse est passé, à t vaut 0. Donc finalement, l'acquisition de vitesse, la variation de vitesse est proportionnelle à la valeur du potentiel vecteur à l'instant t0. Et donc vous voyez que suivant l'instant où ces photoélectrons sont émis, ils vont subir une variation de vitesse soit négative, soit positive. Et en fait, cette rampe-là, qui varie sur un temps qui est de l'ordre de la femtoseconde, permet de déterminer avec précision le moment où les photoélectrons ont été émis. Et donc on peut, de cette façon-là, et la précision temporelle, elle est comme toujours liée d'une part à la longueur de cet intervalle de temps, divisée par un rapport signal-bruit, c'est-à-dire en combien de parties on peut diviser cet intervalle de temps, connaissant le rapport signal-bruit des photoélectrons qu'on va recevoir. Et en général, c'est un facteur de l'ordre de 10. Donc si vous partez de 20, vous partez de 1 femtoseconde, vous allez descendre à quelque chose qui est de l'ordre de 50 à 100 attosecondes. Alors voilà comment on fait l'expérience. On commence, pour avoir une référence, à mesurer le spectre de photoélectrons
en absence du pulse infrarouge. C'est-à-dire que c'est simplement le pulse XUV qui émet des photoélectrons. On obtient une bouffée de photoélectrons dont on mesure la distribution d'énergie. Ensuite, on réalise une impulsion, mais vous voyez qu'on s'arrange maintenant pour ne pas avoir une impulsion comme tout à l'heure, on s'arrange pour qu'il y ait un décalage entre le maximum de l'impulsion et le centre de l'enveloppe, et dans ce cas-là, le système émet 2 pulses XUV. Et c'est utile parce que lorsqu'on va analyser spectralement les photoélectrons émis, on va avoir 2 pics, un qui va correspondre aux photoélectrons qui sont accélérés au moment où le potentiel vecteur est positif, et l'autre qui va être accéléré au moment où le potentiel vecteur est négatif. Et la séparation de ces 2 pics, on sait qu'elle est égale à la demi-période, 1,2 femtosecondes, et donc on calibre de cette façon-là. 20 électronvolts de différence dans l'énergie des photoélectrons correspond à 1,2 femtosecondes. Ensuite, on s'arrange pour n'avoir qu'un seul pic, comme tout à l'heure, et en mesurant la largeur de la distribution photoélectronique, on voit quel est l'effet produit par le champ infrarouge, et on peut en déduire, dans ce cas-là, que le pulse avait une durée d'environ 400 attosecondes. Mais vous voyez qu'en fait, la méthode peut être inversée. Ici, je me suis servi de la photoionisation en présence du champ infrarouge pour mesurer la largeur du pulse attoseconde, mais je peux également me servir de la même expérience pour mesurer le profil du pulse infrarouge. Et c'est ce qui est décrit ici. Vous voyez que ce qu'il suffit de faire, vous voyez, la variation de vitesse est proportionnelle au champ, au potentiel vecteur, c'est-à-dire que l'énergie cinétique acquise par le photoélectron en présence du pulse infrarouge se met sous cette forme, et il y a donc une correction à l'énergie cinétique proportionnelle au potentiel vecteur. Si vous balayez maintenant le délai entre le pulse XUV et le pulse infrarouge, vous allez avoir une variation de cette énergie potentielle qui va varier au cours du temps et qui va reconstruire exactement le potentiel vecteur, et en le dérivant, qui va reconstruire le champ électrique. Et donc c'est une image qui a été prise il y a à peu près une dizaine d'années. C'est la première fois que l'on résout optiquement une oscillation dans le domaine de 10 puissance 15 secondes moins 1. Donc en variant, on reconstruit ce pulse et on arrive donc à une physique extrêmement rapide. Ce serait l'équivalent d'un oscilloscope qui est capable de résoudre une fréquence optique par balayage. Alors, pour l'instant, j'ai fait une description purement classique du phénomène, mais évidemment, une description plus précise doit être quantique. Qu'est-ce qui se passe au moment de la création de ces pulses et du mécanisme de l'ionisation au-dessus du seuil? Voici une description plus quantique. Vous avez, au moment de l'effet tunnel, une partie de la fonction d'onde de l'électron qui reste à l'intérieur de la barrière potentielle et une partie qui s'échappe. Elle est accélérée, puis elle revient. Et ceci ressemble beaucoup à un interféromètre à la Mach-Zehnder. On a une onde de matière qui se divise en deux. Une partie reste dans le cœur et une partie parcourt un trajet et revient. Et lorsqu'elle revient, elle va donner lieu à un phénomène d'interférence. Et en fait, la résolution spatiale est très bonne dans ce phénomène d'interférence parce que les longueurs d'onde sont de l'ordre de l'angstrom. Cette onde de matière qui revient, elle a une longueur d'onde de l'ordre de l'angstrom, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur de la dimension des nuages électroniques concernés. Voilà un exemple de voilà comment est-ce qu'on peut décrire la situation. Voilà le paquet d'ondes restant lié. Voilà, au moment de la recollision de l'électron, vous avez une interférence entre le paquet d'ondes qui reste lié et cette onde de matière de longueur d'onde de l'ordre de l'angstrom qui revient. Et vous voyez qu'il apparaît un dipôle, une distribution de charges électriques dans laquelle il y a un dipôle électrique. Et ce dipôle électrique, il oscille à la fréquence, à une fréquence très élevée, qui est la fréquence EI plus 3 EPM. Et c'est ce dipôle oscillant de très haute fréquence qui rayonne le pulse attoseconde. Donc on peut refaire toute une description quantique de ce phénomène. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est que ce type d'expérience a servi en fait à faire de la tomographie des atomes. Et en particulier, je vous montre ici une expérience où on a pu reconstituer la fonction d'onde de l'électron externe dans une molécule d'azote. Alors, le principe de l'expérience est le même. On se sert de la molécule d'azote pour générer, de la même façon qu'on le fait avec de l'argon, on peut se servir d'une molécule pour générer ces pulses XUV. On commence par orienter la molécule d'azote dans le champ électrique d'une première onde laser. Donc on fixe la direction de l'axe de la molécule, et puis la molécule va se mettre à tourner, et après un délai variable, on envoie un deuxième pulse polarisé linéairement qui va créer
la génération d'harmoniques. Et ici, on reporte le rang de l'harmonique, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle on produit les harmoniques, en fonction de l'angle que fait l'axe de la molécule avec l'axe du laser au moment où s'est produit le phénomène, et on le compare avec ce qu'on observe par exemple dans de l'argon. Et cette comparaison, elle permet en fait de reconstituer la distribution électronique dans la molécule d'azote. C'est un peu une expérience de tomographie, dans le sens suivant. L'onde de retour, qui est une onde de De Broglie qui a une très courte longueur d'onde, rentre en collision à nouveau avec la molécule, et elle va donner des produits finaux qui sont les faisceaux, la lumière XUV correspondante. Et varier le délai, ça revient à changer l'orientation de cette molécule et à regarder comment elle répond à cette onde sonde. Et c'est typiquement ce qu'on fait lorsqu'on fait de la tomographie et que l'on expose par exemple un corps à des rayons X qui viennent sous des angles différents. Au lieu de diffuser des rayons X ici, on diffuse l'onde de matière qui est l'onde de recollision électronique. Et donc on peut reconstituer à l'échelle de l'angstrom le système. Et donc je conclus en disant que cette science de l'attoseconde est également une science de l'angstrom et qu'il y a une variété énorme d'expériences qui peuvent être faites et qui sont faites actuellement. On profite à la fois du champ électromagnétique très intense des lasers, on réalise à l'aide de ces lasers des champs électriques qui sont en compétition au plus grand que les champs interatomiques. C'est-à-dire que vous concevez que ces champs électriques peuvent modifier la dynamique d'une réaction chimique et on peut l'étudier en temps réel avec la constante de l'attoseconde. On peut également se servir de ces ondes de recollision électronique comme des sondes pour faire de la tomographie. On peut même faire de l'holographie. Qu'est-ce que serait une expérience d'holographie? Elle consisterait à renvoyer sur l'ion l'onde de recollision, regarder ce qui se passe, et faire interférer ce résultat avec une onde qui n'est pas repassée sur le système, par exemple, qui a été créée avec un laser à polarisation circulaire. C'est-à-dire qu'on a deux ondes, une onde qui ne repasse pas sur l'atome et une onde qui rentre en collision avec l'atome. Et l'interférence entre les deux, comme dans une expérience d'holographie optique, donne des renseignements sur la forme et la structure des molécules. Donc on peut faire vraiment de l'holographie moléculaire maintenant, en tout cas en principe, avec ce type de système. Les flux lumineux nécessaires sont généralement de l'ordre de 10 puissance 14 à 10 puissance 16 watts par centimètre carré. Bon, d'autres possibilités fascinantes sont ouvertes pour des flux encore plus intenses. Et je reprends ici le même type de diagramme que celui que je vous avais montré tout à l'heure. Celui-ci est dû à Gérard Mourou. Vous voyez les ordres de grandeur de puissance focalisés en watts par centimètre carré. Et ici, en énergie pondéromotrice. Vous voyez, 1 MeV, c'est à peu près le moment où les électrons deviennent relativistes. Une autre façon de représenter tout ça, c'est remplacer les flux lumineux par des puissances crêtes. C'est très simple, vous dites que ce flux lumineux correspond à un flux focalisé sur, disons, 10 microns carrés, ce qui est typiquement ce qu'on peut faire. Et donc, en multipliant par ces 10 microns carrés, vous voyez que ces 10 puissance 15 watts par centimètre carré, ça correspond à peu près à une puissance d'1 gigawatt. Ensuite, on passe au térawatt, au pétawatt et à l'hexawatt, c'est-à-dire des puissances de l'ordre de 10 puissance 9, 10 puissance 12, 10 puissance 15, 10 puissance 18 watts. Alors, je vous rappelle qu'une centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt. Autrement dit, les lasers tabletop qu'on sait faire, ici, avec des flux de 10 puissance 15 watts par centimètre carré, ils concentrent en quelques femtosecondes la puissance d'une centrale nucléaire. Et alors, si vous passez au térawatt, ou les lasers qu'on sait faire sur une table, ils concentrent la puissance de toutes les centrales nucléaires du monde, mais évidemment simplement sur quelques femtosecondes. Les lasers jusqu'à ce type de puissance sont des lasers de laboratoire. Au-delà, ce sont des lasers qui demandent de très grandes installations. Par exemple, le laser mégajoule près de Bordeaux, qui fonctionne pas avec des femtosecondes, mais avec des nanosecondes. Il concentre des puissances gigantesques. Et puis, il y a toute une série de lasers qui sont en projet, ce qu'on appelle le projet ELI, Extreme Light Project européen, qui consiste à construire de grandes installations qui atteindront le pétawatt, voire l'hexawatt dans les années qui viennent, pour étudier des effets relativistes et peut-être même aller jusqu'à ce domaine-là. Je vous parlerai simplement que d'un effet qui est intéressant, qui est l'accélération des électrons dans le champ de sillage d'un plasma excité par laser. Ça, c'est quelque chose qui excite beaucoup les gens, c'est de réaliser à l'aide de ces lasers très puissants des mécanismes d'accélération extrêmement efficaces pour les électrons. Je ne connais pas les détails, mais je crois comprendre ce qui se passe et je vais vous le résumer sur cette diapositive.
la tête, vous faites passer dans un milieu, par exemple de l'hélium ou du néon, un pulse extrêmement intense. La tête du pulse va ioniser le gaz et la force pondéromotrice va séparer les électrons des ions. La force pondéromotrice va pousser les ions, exercer une force de pression sur les électrons beaucoup plus forte que sur les ions. Donc elle crée une séparation entre les charges positives et négatives. C'est ce qu'on appelle une onde de plasma. Et cette onde de plasma va accompagner le champ laser intense. Et si l'intensité de cette onde de plasma est suffisante, si elle est, disons, sur le point de déferler, elle va piéger un petit nombre d'électrons dans l'onde plasma, un peu comme un surfeur est piégé et accompagne la vague qui déferle. Et ces électrons piégés, vous voyez qu'ils sont pris entre des charges négatives derrière qui les poussent vers l'avant, les charges positives devant qui les attirent. Et si vous calculez le champ électrique instantané, le champ électrique qui règne dans cette région, c'est un champ qui est de l'ordre de gigavolts, de dizaines de gigavolts par centimètre. Ce sont des champs beaucoup plus intenses que les champs qu'on sait réaliser dans des accélérateurs de particules parce qu'on est limité par des problèmes de claquage. Et ici, il n'y a pas de claquage puisqu'on est déjà dans un plasma. Et alors ces accélérations énormes permettent de rendre les électrons très rapidement relativistes sur des distances de l'ordre d'une fraction de millimètre. En d'autres termes, l'effet pondéromoteur du laser amplifié par l'onde de plasma transforme la force électrique qui au départ est transversale en une force longitudinale gigantesque qui amène les électrons à de très grandes vitesses. Alors, est-ce que ça pourra servir à remplacer des accélérateurs? Le rêve, c'est de faire des accélérateurs tout petits, comparés aux accélérateurs qui demandent des kilomètres d'accélération pour les électrons. Certainement, ce sont des expériences qui sont prometteuses pour des applications où des accélérateurs compacts seraient utiles dans les domaines de la biologie ou dans le domaine médical. Et je vous rappelle que la proposition initiale a été faite il y a une quarantaine d'années par Tajima et Dawson. Donc voilà, je vous ai simplement donné un aperçu très rapide de ce qu'apportait la puissance et les impulsions très courtes. Je voudrais conclure en disant que ces ordres de grandeur, on ne les réalise pas vraiment de façon intuitive. On peut dire que la puissance des lasers a introduit dans la physique le même type d'étonnement et de déconnexion entre l'expérience quotidienne et les ordres de grandeur dont on a une conscience qu'en astrophysique. Si je vous parle d'années-lumière, on ne se rend pas très bien compte de ce que ça veut dire. Si je vous parle d'une horloge qui garde le temps en une seconde sur l'âge de l'univers, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire non plus. Et si je vous parle de puissance de 10 puissance 25 ou 30 watts par centimètre carré, concentrant 10 puissance 10 fois la puissance de toutes les centrales nucléaires sur une femtoseconde, ce qu'on peut faire dans ces conditions dépasse de beaucoup notre intuition de tous les jours, mais c'est ce que permet de faire maintenant la technologie moderne, en particulier avec les lasers. Donc j'ai conclu là ce cours. J'ai essayé de le conclure en vous donnant quelques références sur la physique des impulsions ultra courtes, la lumière extrême. J'ai parlé à peu près de tout ce qu'il y a là-dedans, sauf de ce qu'on pouvait faire en femtochimie avant cette période-là, dans les années 1990. Et vous avez cette référence d'Ahmed Ziwel qui décrit des expériences intéressantes dans ce domaine. Et puis j'ai rajouté également une page avec des références qui peuvent être utiles pour les autres cours de cette année, 5e, 4e, 2e et 3e leçon. Donc je vais m'arrêter là. On a à peu près 20 minutes d'interruption et à 11 heures, je donnerai la dernière leçon, donc la leçon de clôture de cette chaire. Comme j'ai invité des personnes qui ne sont pas forcément des physiciens ni même des scientifiques, cette dernière leçon sera plus générale, moins spécialisée. Je n'aurai pas d'équation, mais j'essaierai de réfléchir un petit peu à où va ce type de physique et qu'est-ce que la lumière et la compréhension des phénomènes lumineux a apporté à la recherche fondamentale et à l'innovation au cours, disons, des 100 dernières années. Donc je vous remercie et si vous voulez rester, je vous donne rendez-vous dans 20 minutes à 11 heures.